Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire de technique de l'ingénieur. Aujourd'hui, nous allons parler des ingénieurs maintenance et des compétences qui leur sont demandées dans l'industrie 4.0. Pour nous parler de ce sujet, nous avons invité Miroslav Lukic. Il est ingénieur et a créé en 2013 la plateforme Emploi Maintenance Industrielle, qui est dédiée à la promotion de l'emploi et des compétences en maintenance. À la fin de la présentation, un temps sera dédié à vos questions. Vous pouvez nous les envoyer directement via le chat et je les poserai à notre invité. Vous pourrez aussi retrouver l'intégralité de ce webinaire en ligne sur le site de Technique de l'ingénieur dès la semaine prochaine. Il vous suffira de cliquer sur l'onglet Magazine d'actualité, puis Conférences en ligne. Je vous laisse maintenant en compagnie de Miroslav. Eh bien, bonjour à tous. Merci aux Techniques de l'ingénieur de m'avoir invité à vous parler d'un métier qui est vraiment passionnant. Et je voudrais aussi remercier à tous ceux qui sont présents à ce webinaire. À ce jour, seul un petit nombre d'entreprises a réellement mis en application à grande échelle le concept d'industrie 4.0. Un concept qui va ouvrir aux industriels de nouvelles possibilités. Et cette révolution, toutefois, qui est en marche, elle va fortement impacter à moyen terme le travail des services maintenance, aussi bien dans les tâches quotidiennes que dans la façon d'anticiper les stratégies de maintenance. On le verra après. Après une revue justement des fondamentaux de ce qu'est le métier de l'ingénieur maintenance, nous verrons en quoi consiste cette maintenance 4.0. Et ceci nous permettra enfin de définir les compétences qui seront attendues de ces futurs ingénieurs. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais très brièvement me présenter. Donc, je suis Miroslav Lukic. Donc, j'ai une formation d'ingénieur arts et métiers. Je suis aussi diplômé du master spécialisé en management de la maintenance à Arts et métiers ParisTech également. J'ai ensuite été pendant 10 ans ingénieur, puis responsable maintenance pour le groupe Rhône-Poulenc-Rhodia en France et à l'international, donc aux États-Unis, en Belgique. Et ensuite, pendant 8 ans, j'ai été directeur général de PME industrielle. En 2013, j'ai créé la plateforme emploi-maintenance-industrielle.com qui est dédiée à l'emploi et aux compétences de la communauté maintenance. Donc, la communauté avec laquelle on communique est composée de techniciens et d'ingénieurs maintenance. Et cette communauté trouve sur notre plateforme des offres d'emploi, des tutoriels, un simulateur d'entretien pour se préparer à la recherche d'emploi. Ils peuvent également découvrir le quotidien des services maintenance à travers des vidéos ou des articles que les entreprises mettent en ligne et aussi des actualités de ces entreprises. Il y a aussi un annuaire des formations maintenance qui répertorie à ce jour à peu près 2000 fiches de formation qui sont proposées à la communauté. Donc, c'est vraiment un site qui est 100% dédié à la communauté maintenance. Alors, qu'est-ce que la maintenance industrielle? Donc, on va tout d'abord faire un point rapide sur ce qu'est la maintenance industrielle pour ensuite parler du métier de l'ingénieur maintenance. Donc, juste en quelques mots, la maintenance industrielle, c'est l'ensemble des opérations d'entretien préventif et d'intervention corrective qui permettent le bon fonctionnement d'un équipement. C'est une démarche qui s'inscrit dans un processus volontaire de maîtrise de la disponibilité des équipements au juste coût. C'est une profession qui est structurée avec de la littérature, avec des normes. On a par exemple l'AFNOR qui a tout un ensemble de normes qui décrivent précisément les opérations de maintenance. Donc, par exemple, la norme NF-EN 1366 de janvier 2018, la norme NF-X60, donc, qui permettent de vraiment comprendre avec des mots très précis ce qu'est cette profession. Alors, s'il y a un slogan à retenir et qui peut servir de fil conducteur au travail de l'ingénieur maintenance, je dirais que c'est prévenir plutôt que guérir. L'objectif d'un service maintenance, il est donc d'éviter les pannes et les arrêts non programmés en mettant en œuvre une stratégie adaptée. Pour illustrer mon propos et vous faire découvrir le métier d'ingénieur maintenance, nous allons suivre la carrière d'un ingénieur qui a choisi ce métier. Donc, je vous présente Cécile.
Elle a été diplômée en 2014 d'une école d'ingénieurs et on va suivre son parcours. Alors que Cécile était encore à l'école en 2014, elle entend parler du métier d'ingénieur maintenance lors d'un forum. Sur le stand de l'entreprise, elle échange avec l'ingénieur maintenance d'un fabricant de compresseurs et elle découvre quelqu'un de passionné qui lui donne vraiment envie d'en savoir plus. Après le forum, elle fait des recherches sur Internet et elle découvre un site d'emploi, donc le site emploi maintenanceindustrielle.com, bien sûr, qui lui fournit de nombreuses informations sur le métier. Elle commence par regarder les offres d'emploi disponibles et elle découvre la variété des métiers de l'ingénieur maintenance et toutes les opportunités de travail qu'offre ce marché de l'emploi. Alors justement, ce marché, donc tout d'abord, elle découvre que c'est une population plutôt petite, donc à peu près 500 000 personnes en France, à cette époque, travaillent dans le milieu de la maintenance industrielle. C'est un métier en forte progression, plus 90% d'emplois disponibles en plus sur 30 ans. Donc, c'est un métier qui est dynamique et qui continue de progresser. Par contre, elle se rend compte que c'est un métier, c'est une population qui est vieillissante. Sur les 30 dernières années, le pourcentage de techniciens de plus de 50 ans passe de 16 à 27%. Donc, c'est une population qui est malgré tout assez vieillissante, qu'il va falloir renouveler. Enfin, bien sûr, les femmes, c'est un sujet qui l'intéresse. Elle se rend compte que c'est un métier qui est plutôt masculin. 9% des femmes techniciens de maintenance, parmi les techniciens de maintenance, 9% sont des femmes. Un peu plus dans la population cadre et ingénieur, 25%. Et elle se rend compte aussi que dans la tranche des moins de 30 ans, les femmes sont beaucoup plus représentées au global. Donc, on est à peu près à 15% parmi les techniciens et pratiquement 36% parmi les femmes, parmi les ingénieurs et les cadres. Donc, Cécile se dit que oui, effectivement, ce métier d'ingénieur maintenance, il a de l'avenir et ça l'intéresse vraiment. Elle regarde les offres d'emploi et elle découvre 3 grands métiers qui sont proposés par les entreprises. Donc, il y a le métier d'ingénieur maintenance, le métier d'ingénieur méthode et le métier de chargé d'affaires. Alors, l'ingénieur maintenance, c'est quoi? En fait, c'est l'appellation la plus générique de ce métier. L'ingénieur maintenance, lui, veille au bon fonctionnement des équipements et des machines qui sont utilisés dans l'usine. Il contribue à une surveillance méthodique des machines et à la sécurité du site. C'est lui, l'ingénieur maintenance, qui gère les équipes de techniciens et qui établit la stratégie de maintenance. L'ingénieur méthode, quant à lui, c'est un poste en fait qui est plutôt proposé dans des entreprises qui sont structurées, qui ont un service de maintenance beaucoup plus étoffé. Donc, sa mission, elle, consiste à proposer et mettre en place des solutions innovantes qui permettent d'améliorer la productivité sur le site, de participer à l'élaboration des plans de maintenance et à leur optimisation, et aussi, bien sûr, de piloter des projets de maintenance. En général, l'ingénieur méthode maintenance n'a pas de responsabilité hiérarchique. Enfin, elle découvre le 3e poste proposé par les entreprises, qui est le poste de chargé d'affaires. Ce poste, généralement, il est proposé par des sous-traitants, des entreprises de services en maintenance. Le poste de chargé d'affaires, il a une composante commerciale très importante parce que c'est justement le chargé d'affaires qui fait le lien entre le client et les équipes internes. Il manage des équipes opérationnelles, il gère les contrats de maintenance, c'est lui qui réalise les devis et qui assure le suivi commercial et technique du portefeuille qui lui est confié.
Elle a aussi trouvé d'autres offres comme des consultants juniors qui pourraient se rapprocher à un ingénieur méthode, mais plutôt chez un sous-traitant. Et elle se rend compte aussi que pratiquement toutes les offres sont proposées en CDI. Sur les offres d'emploi, elle découvre tout d'abord les compétences techniques qui sont attendues par les recruteurs. Bon, de ce point de vue-là, ça ne l'étonne pas trop. Elle voit qu'elle a besoin d'avoir des compétences donc des savoirs techniques fondamentaux, donc des compétences en automatisme, mécanique, hydraulique, pneumatique, électricité, informatique, donc des spécialités techniques qui sont liées à sa formation ou au type de machine utilisée par l'entreprise. Ensuite, des compétences en méthode maintenance, donc être capable de définir des objectifs pour un service maintenance, une stratégie, un plan de maintenance, savoir gérer les ressources humaines, savoir gérer les pièces de rechange, savoir ce que c'est qu'une GMAO. Donc, toutes ces compétences sont en général demandées. Le terme de fiabilité revient assez régulièrement. Donc, c'est quoi? C'est connaître et comprendre les modèles qui décrivent la diminution de performance et de dégradation d'une machine au cours de son utilisation. On lui demande aussi des compétences dans le domaine de la santé, la sécurité au travail et de l'environnement. Donc, connaître les normes, connaître les modes de management dans ces domaines. Et enfin, des compétences liées au budget et au contrat. Donc, savoir construire un budget, savoir le piloter, avoir quelques bases juridiques sur les contrats avec les sous-traitants, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est des compétences techniques qui lui sont demandées dans les offres d'emploi. Ensuite, elle voit qu'on lui demande aussi des compétences liées plutôt au savoir-être. Capacité d'anticipation afin d'envisager des problèmes qui peuvent se présenter, donc essayer d'envisager des cas de panne, d'accidents graves, donc prévoir ce genre de choses. Avoir un esprit d'organisation afin de pouvoir traiter plusieurs sujets en même temps et les prioriser et aussi les planifier. Parce qu'en maintenance, il peut y avoir des urgences, comme il peut y avoir des projets à moyen et long terme. Des qualités relationnelles de très bon niveau, donc d'excellentes qualités relationnelles, de communication, de diplomatie aussi, pour fédérer les équipes en interne, dialoguer avec les sous-traitants, dialoguer avec les autres services. Un sens de l'analyse et de la synthèse, un pragmatisme et une grande réactivité et une capacité à prendre des décisions rapidement. Et enfin, bien sûr, une aptitude au management qui est nécessaire à l'encadrement et à l'animation de ces équipes. Donc, Cécile se dit, oui, c'est un poste pour moi. Elle postule quelques offres d'emploi et voilà, ça y est, Cécile est embauchée et elle démarre en octobre 2014 en tant qu'ingénieur maintenance. Donc, elle y découvre l'organisation de la maintenance de son site. Il y a d'un côté la maintenance corrective. Donc, en gros, c'est cassé, on répare tout de suite, on s'organise pour réparer dès que possible. Donc, la maintenance corrective, il s'agit en général d'un arrêt de production non planifié ou d'une perturbation qui occasionne des pertes de productivité. Mais cette maintenance corrective, ce n'est qu'une petite partie de son travail. L'essentiel de son métier, lui, réside dans le plan de maintenance préventive qui consiste d'un côté à une maintenance systématique, c'est-à-dire que c'est une maintenance qui est basée sur un calendrier, sur un nombre d'heures de fonctionnement, sur un nombre de pièces fabriquées. Donc là, on a un calendrier et on remplace des pièces de rechange ou on fait une opération de maintenance systématique. Donc, ce n'est pas forcément toujours optimisé économiquement, mais c'est adapté dans certaines situations. Donc, une maintenance préventive systématique. Et de l'autre côté, une maintenance préventive qu'on dit conditionnelle, c'est-à-dire qu'elle est basée sur des conditions qui sont mesurées grâce à des techniques
tels que l'analyse vibratoire, les ultrasons, des mesures d'épaisseur, la thermographie infrarouge, l'analyse d'huile. Donc, un ensemble de techniques qu'elle utilise pour ausculter les machines et déterminer des seuils à partir desquels il va falloir intervenir, changer une pièce sur les équipements. Donc, c'est une maintenance qui permet déjà d'optimiser un peu plus économiquement la maintenance et qui lui permet de commencer un peu à prévoir et à prévenir certains problèmes. Elle utilise aussi des techniques de management telles que, par exemple, la TPM, les 5S, mais aussi des projets tels que la maintenance de premier niveau. Donc ça, c'est la maintenance qui est faite par les techniciens de production, donc au plus près des machines. Pour bien sûr déjà les sensibiliser à l'importance de la maintenance et prévenir certains problèmes avant qu'ils ne deviennent importants. Donc des techniques de management. Et aussi, bien sûr, elle a un logiciel qu'on appelle une GMAO, un logiciel de gestion de la maintenance assistée par ordinateur, qui lui permet d'enregistrer des historiques, de pouvoir faire des analyses et de pouvoir suivre son parc machine. En mars 2017, elle entend parler pour la première fois du concept d'industrie 4.0. Donc, elle travaille depuis quelques années dans son usine et lors d'un salon, elle entend parler d'industrie 4.0, usine du futur, smart factory. Donc, c'est un peu ça, ce sont des termes un peu différents, mais qui décrivent la même réalité. Ce qu'elle comprend, c'est que c'est un concept dans lequel le numérique intègre le quotidien de l'usine. On parle de la 4e révolution industrielle. Dans ce cadre, beaucoup de choses vont changer. Et elle sent bien que de nouveaux potentiels s'ouvrent aux industriels et bien sûr aux services maintenance. Donc, très rapidement, très schématiquement, c'est quoi la 4e révolution industrielle par rapport aux autres révolutions industrielles? Donc, la première révolution industrielle, c'était l'utilisation, la mécanisation et l'utilisation de la vapeur, qui a rapidement été suivie par la production de masse, l'utilisation et l'électrification des usines, travail à la chaîne. La 3e révolution industrielle, la 3e rupture, ça a été l'apparition et l'utilisation des robots, des automates, qui ont permis d'augmenter les cadences, de fiabiliser la production. Et aujourd'hui, on rentre justement dans cette 4e révolution industrielle, qui est l'arrivée massive du numérique dans le pilotage des usines. Et c'est ça qui constitue une vraie rupture dans la façon de travailler. Donc l'industrie 4.0 ou industrie du futur correspond à une nouvelle façon d'organiser les moyens de production. L'utilisation sur les machines de production de capteurs en tout genre qui sont reliés à Internet, donc des services d'Internet des objets, qui permet de collecter massivement des données sur les caractéristiques du process. Ces données sont recueillies en masse et en temps réel et sont analysées grâce au traitement des big data. Donc, en 2020, aujourd'hui, c'est vrai que les investissements nécessaires font que seul un petit nombre d'usines ont réellement sauté le pas. Mais déjà en 2017, on prépare, donc à l'époque de ce salon, on préfigure déjà tout ça. Donc Cécile, il voit vraiment une réelle opportunité pour son service et elle se dit que ça va lui permettre d'améliorer les performances de son usine et d'améliorer sa stratégie de maintenance. Elle est vraiment enthousiaste et elle se lance dans l'étude des changements que cette révolution va provoquer. Donc, le nouveau concept qui apparaît avec l'industrie 4.0, c'est l'idée de maintenance prévisionnelle. Donc, actuellement, elle a son plan de maintenance, donc sa façon de faire la maintenance corrective et la maintenance préventive. Ce qui vient donc en plus, c'est cette idée de maintenance prévisionnelle. Alors, qu'est-ce que c'est que la maintenance prévisionnelle? Donc, c'est une forme en fait de maintenance conditionnelle qui va lui permettre de mieux anticiper les pannes. Donc, comment? Grâce à l'intégration de nouvelles technologies qui sont liées au numérique, la possibilité d'intégrer des capteurs
notamment dans des emplacements qui étaient jusque-là difficiles à surveiller manuellement, où on ne pouvait pas mettre de capteurs, ou alors c'était difficile de récolter des données. Donc ces capteurs vont permettre de récolter un très grand nombre de données pour suivre en temps réel et au plus près l'évolution des équipements. Grâce au big data et à l'intelligence artificielle, il sera possible de modéliser le comportement des machines du site de production en construisant des algorithmes. Et donc ces algorithmes vont être construits avec l'aide de nouvelles compétences qui arriveront directement dans l'usine. Ce sont ces fameux data scientists. Donc cette maintenance prévisionnelle, elle permettra d'aller plus loin dans la connaissance du process industriel, de façon à anticiper les pannes et à intervenir au juste moment sans pénaliser la production. Ceci dans le but de réduire la maintenance corrective et d'augmenter la disponibilité des équipements de production. Du coup, Cécile, elle imagine à quoi pourrait ressembler le futur fonctionnement d'un service maintenance et elle y voit plusieurs étapes. Donc, la première étape, c'est, alors ici j'ai pris une illustration que j'ai trouvée sur Internet qui vient de Deloitte, qui était bien faite, donc je l'ai reprise. Donc, ça s'appelle pas Cécile, c'est Fred ici. Donc, l'ingénieur maintenance installe des capteurs sur ces machines, les relie à ces plateformes IoT, donc Internet of Things, Internet des objets, donc des capteurs de vibration, de température, d'ampérage. Ces capteurs fournissent des données vitales en temps réel de ces machines. L'ingénieur maintenance peut donc ensuite suivre et analyser les données et s'assure des bonnes conditions de fonctionnement des machines. L'étape suivante, le module d'apprentissage machine qui a été construit avec l'aide du data scientist et de l'ingénieur, entre autres, permet de suivre et de construire un modèle et de suivre l'historique des données. Ensuite, le module d'apprentissage machine, ces algorithmes permettent d'informer l'ingénieur qu'un besoin de maintenance prévisionnelle est requis. Et enfin, dans le processus que Cécile imagine, une demande de maintenance est directement et automatiquement envoyée au système de gestion de la maintenance, à la GMAO, et qui est validée par l'ingénieur maintenance. Et enfin, qui permet aux techniciens d'aller se préparer à l'avance pour réaliser ce bon travail. Donc, on voit bien déjà dans ce schéma que dans cet environnement numérique, l'humain restera au centre du système maintenance. Pour la collecte des données, il va falloir comprendre où placer les capteurs, quels sont les types de capteurs les plus pertinents. Pour l'analyse, il va falloir bien sûr se poser la question de ce qui est pertinent de suivre dans le cadre de la stratégie de maintenance de Cécile. Et enfin, pour l'exploitation des données et la décision finale, on se rend compte qu'elle revient toujours à l'ingénieur ou à l'humain qui va évaluer la suggestion et qui va décider si oui ou non le travail proposé est pertinent ou pas. Donc, on se rend bien compte que dans ce système, dans ce futur système, ce n'est pas la machine qui prend les décisions finales, ce sera toujours un humain qui va arbitrer. Cécile se rend aussi compte que de nouveaux outils vont apparaître pour faciliter le travail sur le terrain. Donc là, bon, j'ai pris l'exemple des tablettes de réalité augmentée qui seront utilisées dans l'atelier de maintenance ou directement en intervention. Le technicien aura donc à portée de main le carnet de santé de la machine avec un nombre important de données, l'historique des pannes, des informations parfois en temps réel sur des pressions, des températures, donc des conditions de fonctionnement de la machine, de la documentation, des plans. Donc ces outils numériques permettront de gagner du temps
dans les diagnostics, dans la préparation des interventions, dans le processus de réservation des pièces détachées, par exemple. Cécile s'imagine aussi que, par exemple, avec ici, on a des lunettes connectées qui permettront de travailler avec un centre de compétences et d'assistance qui peut se situer à des milliers de kilomètres. Donc, c'est vraiment une technologie intéressante parce que, par exemple, ici, on a un technicien qui, dans cet exemple, il n'est pas forcément expert de l'électronique de puissance, mais il sera malgré tout capable d'être piloté à distance pour établir un diagnostic, analyser une panne, réparer ou remplacer un matériel. Donc, en utilisant ces compétences techniques de base, par exemple, il peut être électricien et non pas électronicien, il va pouvoir intervenir en sécurité et être aidé par un centre de compétences externe. Donc, voilà. Donc, Cécile se rend bien compte que tous ces éléments qui font la maintenance 4.0 vont pouvoir l'aider. Et elle essaie de synthétiser un petit peu tout ça. Elle se rend compte que ces données lui permettront de faire évoluer ses méthodes de travail et elle récapitule un peu ses idées dans un tableau. Et elle se rend bien compte que, par exemple, actuellement, les données sont entrées manuellement dans la GMAO. L'analyse est faite en différé sur la base d'historique. Demain, avec la maintenance 4.0, les historiques seront complétés avec des mesures enregistrées par les capteurs, des données envoyées et analysées en temps réel dans la GMAO. Autre exemple, l'ingénieur aujourd'hui, actuellement, compile les historiques machines et les connaissances de ses équipes pour construire son plan de maintenance. Demain, avec la maintenance 4.0, elle envisage que, à l'aide de l'algorithme qui deviendra un nouveau compagnon pour son service et pour l'assister dans son travail, elle va pouvoir optimiser son plan de maintenance. Autre exemple, pour le budget de maintenance, qui aujourd'hui est plutôt une affaire de spécialistes. Donc, l'ingénieur construit son plan de maintenance avec les historiques et la connaissance qu'il a de l'usine. Mais ça reste malgré tout un travail de spécialiste. Demain, elle se dit que grâce à l'algorithme, une simulation des coûts sera possible, une simulation des coûts de maintenance en fonction, par exemple, de la charge de production. Et donc, ça va lui permettre d'avoir un budget beaucoup plus factuel et beaucoup plus facile à expliquer et à négocier. Alors, rejoignons Cécile, qui vient de changer de poste. Donc là, il y a un mois, en septembre 2020, Cécile vient d'intégrer une des rares entreprises ayant mis en place cette transformation industrielle. Et sa première mission, en tant que directrice industrielle, sa première mission, c'est d'embaucher un ingénieur maintenance. Du coup, elle se rapproche de sa DRH, de son service ressources humaines, pour définir le profil de ce nouveau collaborateur. Bon, si toutes les compétences que nous avons évoquées en première partie de cette présentation restent d'actualité, donc à savoir les compétences techniques fondamentales et les compétences liées au savoir-être, de nouvelles attentes inhérentes à la nature de la maintenance 4.0 vont commencer à exister. Donc, Cécile le sait, dans sa nouvelle usine, elle s'en est rendue compte, il est possible de quasiment tout mesurer. Les capteurs peuvent être positionnés pratiquement partout pour remonter des informations en temps réel. Donc, dans ce contexte, l'essentiel pour l'ingénieur sera justement de savoir répondre à la question « Qu'est-ce qui est utile ? Qu'est-ce que je cherche ? Quels indicateurs dois-je mesurer ?» La masse de données disponible obligera l'ingénieur à faire preuve de plus de capacité de projection dans ces problématiques et de capacité de discernement. On attendra de cet ingénieur d'être plus que jamais le garant de la vision globale
du système maintenance. Donc, sa capacité à cartographier, à comprendre et à optimiser l'organisation en fonction de données qui seront toujours de plus en plus précises et détaillées, vont lui donner un atout majeur. Deuxième compétence à développer qui seront recherchées pour cet ingénieur, c'est la capacité à dialoguer. Dans ce nouvel environnement, au sein de ces usines 4.0, le fonctionnement en mode projet deviendra la norme et la capacité à dialoguer sera vraiment stratégique. L'ingénieur devra bien sûr continuer à dialoguer avec la production et le service qualité et sécurité, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais au-delà des traditionnelles missions qu'il a de planification et d'exécution de la maintenance, sa fonction l'amènera à collaborer avec d'autres services et notamment avec un nouveau métier, on l'a vu tout à l'heure, celui de data scientist. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un data scientist? Donc, c'est un métier en fait qui est au croisement de trois compétences, on va dire. D'un côté, les mathématiques et les statistiques. De l'autre côté, la programmation et l'algorithmique, mais aussi la connaissance métier. Donc, le data scientist devra travailler main dans la main avec les ingénieurs pour développer des algorithmes et des modèles prévisionnels. Il participera aussi au développement d'applications sur mesure spécifiques à l'équipement de production ou à l'usine dans laquelle il va travailler. On se rend bien compte que sans la connaissance métier, ce data scientist, il ne sait pas dans quelle direction orienter ses chiffres. Donc, autant les services production, qualité, sécurité sont des domaines connexes à la maintenance, utilisant un langage commun, autant le data scientist vient dans un univers complètement différent et il a un langage qui est plutôt proche de celui des statisticiens ou des informaticiens. Du coup, l'ingénieur maintenance devra donc ajouter une corde à son arc et comprendre la logique de ces métiers. On vient de parler du numérique et ça m'amène justement tout naturellement à cette troisième compétence de l'ingénieur de demain qui devra intégrer une forte culture du numérique. Il devra être conscient du potentiel qui est offert par le numérique, mais aussi du danger de ces technologies. Alors, le potentiel du numérique, on l'a vu, donc c'est aussi être capable du coup d'être force de proposition pour créer et développer avec les informaticiens des applications sur mesure. Donc cet ingénieur devra être à l'aise avec l'utilisation de logiciels, posséder des bases de programmation pour justement avoir cette vision, être capable de regrouper des données, pouvoir, tout en étant sur le terrain, comprendre les potentiels du croisement de certaines informations et dialoguer avec le data scientist pour construire ces applications sur mesure. Donc ça, c'est le potentiel, mais aussi, bien sûr, les dangers. Parce qu'à mesure que de plus en plus d'équipements vont être interconnectés et que l'Internet des objets va devenir omniprésent, les ingénieurs maintenance seront en première ligne pour détecter des anomalies et ils devront intégrer des approches vraiment proactives vis-à-vis de la cybersécurité. Tous les objets connectés sont potentiellement des sujets à piratage, même les plus anodins. Des caméras, des capteurs intelligents, une tablette de réalité augmentée, une vanne intelligente qui est connectée au réseau. Tous ces équipements fonctionnent aujourd'hui avec des logiciels. Pour illustrer juste rapidement les conséquences d'une cyberattaque, j'ai pris l'exemple, je prends l'exemple d'une cyberattaque qui a eu lieu en 2017, donc c'est une attaque mondiale, qui a touché 150 pays en utilisant une faille de sécurité sur des logiciels Windows et qui a stoppé le fonctionnement de nombreuses industries dans le monde. En France, par exemple, Renault a arrêté des sites de production
pour tenter de stopper la diffusion du virus, ou par exemple la société Saint-Gobain, donc ces entreprises ont communiqué de manière transparente sur ce qu'elles ont eu, et donc Saint-Gobain a subi 250 millions d'euros de pertes de chiffre d'affaires et environ 80 millions d'euros de pertes sur son résultat d'exploitation. Pour souligner un peu le danger de ces cyberattaques et le potentiel de risque, même des hôpitaux ont été attaqués et ont été affectés par ces attaques. Donc, la cybersécurité et cette culture du numérique fera partie justement des compétences nécessaires. Alors, de par sa nature, le numérique va imposer des changements rapides, des évolutions constantes auxquelles l'ingénieur maintenance devra aussi s'adapter. Aujourd'hui, tout va de plus en plus vite et une innovation technologique en remplace une autre très rapidement. Ces technologies, elles vont intégrer le quotidien des services maintenance, on l'a vu, des lunettes connectées, la réalité augmentée, l'assistance par une intelligence artificielle, et cela ne fait que commencer. Donc, on attendra de l'ingénieur de demain de savoir se former, s'adapter et remettre régulièrement en cause ses acquis pour utiliser une technologie, des matériaux, des outils qui lui permettront d'être toujours plus performant. Mais bon, je pense que ce point ne devrait pas être un souci car en général, les ingénieurs sont plutôt des gens curieux et ayant envie d'apprendre. Donc, on a parlé de l'ingénieur, mais qu'en est-il de ces équipes, les équipes de techniciens? Donc, c'est vraiment un bond technologique et culturel vraiment important qui attend les équipes en place. Chacun, jeune ou moins jeune, devra s'adapter à ces nouveaux outils. Donc, on attendra de l'ingénieur une capacité à former, à expliquer et à accompagner à la prise en main de ces nouvelles méthodes de travail. On l'a vu au début, on a vu que les techniciens sont une population plutôt vieillissante. On a vu que la part des personnes âgées de plus de 50 ans était passée de 16 à 27% en 30 ans, donc une pyramide des âges plutôt déséquilibrée. Aussi, c'est important de savoir que les techniciens restent quand même assez longtemps au sein d'un même site ou au sein d'une entreprise. À peu près 48% des techniciens ont plus de 10 ans d'ancienneté dans leur entreprise. Donc, l'ingénieur, lui, devrait être capable d'accompagner ses équipes par la formation pour maintenir l'employabilité de ces techniciens. Donc, proposer des formations, mais pas uniquement des formations techniques, mais aussi des formations qui seront axées, par exemple, sur le travail en mode projet, sur l'informatique ou la culture informatique, sur la cybersécurité, des formations à la communication, donc des formations associées aussi qui permettront aux techniciens de travailler son savoir-être et de l'accompagner dans le changement. Et aussi, à côté des formations traditionnelles, les entreprises devront certainement aussi encourager les apprentissages informels, par exemple avec le développement de bases de connaissances qui seront accessibles à tous. Voilà. Donc, Cécile avec son service ressources humaines, vient de terminer de rédiger son offre d'emploi qui synthétise les compétences qui sont attendues du futur ingénieur maintenance 4.0. Donc, ce modèle d'offre d'emploi, je l'ai là. Il est téléchargeable directement sur le site Emploi Maintenance Industrielle, donc dans le volet Actualité. Vous allez trouver le dossier lié à cette conférence. Donc, un dossier thématique qui va reprendre les éléments de cette conférence et aussi, donc, vous pourrez télécharger un modèle d'offre d'emploi. Donc, ce n'est pas la peine d'y postuler, c'est vraiment un modèle qui regroupe justement les compétences qui sont recherchées par cette nouvelle usine. Voilà. Eh bien, je vous remercie. Je vous remercie de votre attention et puis je redonne la parole à Alexandra.
Oui, alors on va passer maintenant aux questions. Donc, on en a eu plusieurs. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles seront les conséquences de la maintenance 4.0 sur la main-d'œuvre? Alors, sur la main-d'œuvre, comme vous l'avez vu, la maintenance 4.0, en fait, c'est un nouvel outil de travail. Donc, c'est quelque chose, c'est un concept qui est encore peu développé dans les entreprises. Voilà, il y a très peu d'entreprises qui actuellement ont mis en œuvre complètement comment dire, cette technologie, ces pratiques. Donc, on n'a pas vraiment aujourd'hui de recul sur la main-d'œuvre. Je pense cependant que ça va permettre une meilleure planification des interventions. Je pense que ça va diminuer les interventions correctives et que l'impact en fait sera qualitatif à mon avis, dans le sens où les techniciens de maintenance et les ingénieurs travailleront beaucoup plus sur du préventif et beaucoup plus sur de la planification. Ok, merci. On a pas mal de questions qui concernent les formations. Donc déjà, on en a une première qui concerne la formation initiale parce que le profil d'un ingénieur en maintenance est assez vaste. Il n'y a pas vraiment de formation ou de titre officiel ingénieur maintenance. Comment les sociétés recrutent-elles leurs spécialistes maintenance? Est-ce qu'il y a des profils recherchés en particulier, par exemple en mécanique, automatique, électronique, etc.? Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de formation en Bac+5 ingénieur maintenance. Il y a en fait, alors, donc je connais par exemple aux arts et métiers, il y a malgré tout une spécialité maintenance. Donc il y a des élèves qui ont pris des modules de formation qui sont dédiés à ce métier. Donc, dans les écoles d'ingénieurs généralistes, il y a malgré tout des formations qui sont vraiment orientées maintenance. C'est en général des écoles d'ingénieurs généralistes. Donc tout à l'heure, j'ai cité aussi le master maintenance, qui est une année supplémentaire, donc après le bac+5, qui permet de former des ingénieurs de haut niveau dans le domaine, donc de les faire mûrir vraiment sur ces problématiques de stratégie de maintenance. Ensuite, je pense que toutes les écoles d'ingénieurs qui forment dans des domaines techniques peuvent fournir des ingénieurs de très bon niveau pour ces métiers. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment il y a pas de label ingénieur maintenance actuellement sur le marché. Ok, merci. Et on a aussi d'autres questions concernant les formations. Donc, une fois que les personnes sont déjà en poste, on a une question qui est quelles seraient les meilleures formations actuelles pour des ingénieurs pour se mettre à niveau? Les meilleures formations pour se mettre à niveau. Oui. Et il en a peu en fait. Alors à niveau, donc si on reprend les compétences de tout à l'heure, se mettre à niveau. Donc il y a différents domaines dans lesquels, à mon avis, on doit se mettre à niveau. Le premier, c'est pour moi qu'il est évident, c'est la partie informatique. Alors je ne parle pas de la partie bureautique, bien sûr, mais je parle de comprendre comment fonctionnent les réseaux, comment fonctionne l'Internet. Donc c'est beaucoup je pense, de formations qu'on peut faire seul. Il y a beaucoup de tutoriels dans ce domaine. Savoir intégrer une culture de numérique, ça peut être tout simplement comme des choses comme savoir créer un site Internet, savoir le mettre en ligne, réserver, louer un serveur. Donc, je pense pour le numérique, il ne faut pas vraiment chercher de formation structurée parce que le numérique, c'est un domaine qui évolue en permanence. Donc, acquérir les bases du numérique, ça se fait, je pense, dans la vie courante. Voilà, donc c'est comme ça que je vois la chose. C'est comme ça que moi, j'ai acquis ces compétences. Pour ensuite, tous les domaines liés au management, là, il y a des formations à la gestion de projet. Donc là, des formations beaucoup plus formelles dans les compétences techniques.
liées à la maintenance 4.0. Je pense que ce qui est extrêmement important, c'est de participer à des salons, d'être présent sur des salons, de se rapprocher des fournisseurs de ces équipements, des fournisseurs de capteurs, de logiciels, parce que forcément, eux ont un intérêt commercial à ce que leur technologie soit utilisée. Ils proposent des technologies qui, en général, sont quand même plutôt mûres et abouties. Donc, se rapprocher lors de salles industrielles ou lors de conférences de ces fournisseurs qui, je pense aussi, sont à la pointe. Donc, je dirais que globalement, pour se former et se mettre à niveau, je pense qu'il y a un gros travail personnel et de curiosité autour du métier à mettre en œuvre. Et est-ce qu'il y a des aides gouvernementales qui ont été mises en place pour la remise à niveau des compétences de l'industrie 4.0 ? Donc là, je n'ai pas d'éléments précis à ce sujet. Donc il y a des aides liées, je pense, à l'Alliance des industries du futur. Donc là, je pense qu'il faudrait faire des recherches sur Internet, mais moi, je n'ai pas d'informations précises à ce sujet. Donc, je sais qu'il y a des aides gouvernementales liées à l'équipement de machines, donc au renouvellement des parcs machines. Donc, il y a des aides à ce sujet. Donc, sûrement, par rapport à l'accompagnement et à la formation, il doit y avoir des packages qui comprennent ce sujet. Ok, merci. Je vous lis la question comme je viens de la recevoir. Oui. Alors, ne pensez-vous pas que le déploiement de la 5G à travers le monde va révolutionner les métiers de la maintenance, en particulier sur la maintenance à distance, préventive ou prédictive, via la réalité augmentée et la réalité virtuelle? Les fournisseurs de machines et installations ne seront-ils pas aptes à offrir directement le service de supervision et donc vendre la machine comme un service? Ça, c'est une vaste question. Alors, le terme révolution, donc aujourd'hui, on est un peu dans un peu l'industrie 4.0, la maintenance 4.0, c'est un thème de communication qui est très porteur. Mais la réalité, c'est que l'industrie va tranquillement intégrer ces technologies qui vont trouver leur place. Donc, est-ce que ça va être une révolution? Je ne sais pas encore, parce que cette maintenance 4.0 n'est pas forcément applicable dans tous les cas. Parfois, il est économiquement beaucoup plus intéressant d'avoir un planning très simple de remplacement des pièces suivant un calendrier. Et ça va peut-être très bien et c'est optimisé par rapport au coût de production. Donc voilà, je pense qu'il faut d'abord déjà essayer de comprendre comment ces technologies vont être intégrées par les industriels. Ensuite, vendre une machine comme un service. À un moment ou un autre, il faut quand même des gens sur place. Le cœur du métier. Donc Cécile, dans notre exemple, en 2014, elle n'avait pas ces technologies, elle faisait de la maintenance. Et donc l'ingénieur maintenance, il y a 20 ans, faisait aussi de la maintenance, donc différemment. Mais le métier de la maintenance, c'est aussi être vraiment présent sur place. Tous ces capteurs vont effectivement pouvoir donner beaucoup d'informations, mais le travail de l'ingénieur et du technicien de maintenance, il est aussi beaucoup dans le contact avec les machines, parce qu'une panne n'a pas forcément des causes, je dirais, purement techniques. Une panne ou des arrêts intempestifs de production peuvent être dus à un problème de management, un problème de formation de la production. Donc, il y a différentes composantes qui vont provoquer une panne. Donc, je ne pense pas qu'un fabricant de machines pourra piloter à distance une usine ou prendre la place d'un service maintenance. Il va être une aide, ça c'est certain. Voilà, donc ça c'est mon point de vue sur le sujet. D'accord, merci. On a des questions aussi qui concernent certains secteurs en particulier.
Alors notamment, on a une question qui est: est-il possible d'utiliser la maintenance 4.0 dans le domaine de la maintenance hospitalière? Et on a la même question concernant le domaine du pharmaceutique. Oui, moi, je suis convaincu que cette maintenance 4.0, elle est applicable dans tous les domaines. C'est la force aussi de ce métier, c'est que ces méthodes de travail sont applicables dans tous les secteurs d'activité, aussi bien donc là dans le médical, le pharmaceutique, l'agroalimentaire. Oui, je pense que je suis même convaincu que ces technologies sont utilisables vraiment dans tous les secteurs d'activité. Peut-être que justement le médical qui a des contraintes fortes, des contraintes réglementaires fortes, va être intéressé par ces techniques. Et concernant le salaire, on a aussi une question sur le salaire moyen d'un ingénieur maintenance spécialisé dans le 4.0. Alors là, je peux pas je sais pas. Encore une fois, c'est une technologie qui est quand même assez récente. Donc aujourd'hui, on n'a pas vraiment de référence liée au salaire d'un ingénieur 4.0 encore. On a aussi des questions concernant les entreprises et les industries qui peuvent intégrer la maintenance 4.0. Est-ce que déjà toutes les tailles d'entreprises peuvent appliquer la maintenance 4.0? Oui, bien sûr, toutes les entreprises peuvent appliquer ce concept de maintenance 4.0, sachant que la maintenance 4.0, c'est vraiment un concept qui dedans, on va dire plusieurs briques, plusieurs éléments. Encore une fois, il ne faut pas appliquer ces techniques, mettre une tablette de réalité augmentée, mettre des capteurs juste parce que c'est à la mode et que c'est bien. Il faut vraiment que ça ait une valeur ajoutée pour l'entreprise. Donc, même une PME qui a une petite ligne de fabrication, mais qui tourne 24 heures sur 24, par exemple, ou qui justement veut augmenter ses capacités de production, se dira, bah oui, il y a vraiment un intérêt pour moi à investir dans ces techniques. Et cette PME qui peut-être tourne 2 jours et qui n'a pas de réelles contraintes de production n'aura peut-être pas l'intérêt économique pour ce type de technologie. Voilà. Mais je pense que un peu comme voilà, aujourd'hui on est en 2020, on est au milieu de cette transition, de cette révolution industrielle. On est un petit peu au cœur de la tempête pour l'instant. Et donc, je pense que malgré tout, petit à petit, toutes ces technologies vont être mises à disposition. Les coûts vont sûrement baisser et les barrières à l'entrée vont diminuer. Donc, les équipements futurs viendront de plus en plus équipés de ces capteurs. Je pense qu'il sera dans l'avenir aussi beaucoup plus facile d'utiliser des algorithmes. Je le vois dans l'informatique. Je suis certain que des plateformes IoT, des plateformes donc Internet des objets vont se développer et vont se démocratiser, ce qui va permettre aussi à des PME de pouvoir connecter leurs capteurs directement dans le cloud. On pourrait faire un parallèle avec dans notre vie quotidienne. Aujourd'hui, on a de plus en plus de maisons qui sont équipées de la domotique et avec des capteurs, donc des chaudières qui sont directement reliés au cloud. On a des applications qui nous permettent de piloter nos chaudières, d'allumer, d'éteindre la lumière. Il y a 15 ans, c'était réservé à des geeks ou des spécialistes. Aujourd'hui, ça devient quelque chose d'assez classique. Donc, je pense que dans l'industrie, on va suivre cette même courbe et que dans quelques années, ça deviendra un choix naturel. Et quels sont les risques et les inconvénients à intégrer la maintenance 4.0? Les risques et les inconvénients. Alors, moi, je pense que si on reprend le thème des compétences,
Pour moi, le premier risque, c'est de mettre en place cette approche sans préparation. C'est un petit peu comme une entreprise qui aujourd'hui ou il y a quelque temps souhaite mettre en place une GMAO, donc un logiciel de gestion de maintenance assistée par ordinateur, mais qui n'a pas fait le travail en amont, qui a acheté un logiciel et qui veut absolument avoir ses bons de travaux et ses rapports, et finalement se rend compte au bout de 6 mois, 1 an que ça ne marche pas. Tout ça parce que ça n'a pas été préparé correctement. Donc je pense qu'aujourd'hui, là en octobre 2020, pour moi le plus grand risque, il est de vouloir implanter cette technologie et ce mode de management sans avoir préparé les équipes, donc sans avoir en amont formé les ingénieurs, sans avoir en amont préparé les techniciens, et aussi parce que ce n'est pas uniquement l'affaire de la maintenance, c'est aussi l'affaire de la production, du service qualité. Donc, voilà, donc je pense que le plus grand risque, il est là, c'est un risque plutôt humain que technique aujourd'hui. Et quels sont les critères et les arguments pour choisir ou pas l'intégration de la maintenance 4.0? Pour moi, le premier critère, il est économique. L'objectif d'une entreprise, c'est bien sûr et son existence, elle est basée sur le chiffre d'affaires, la rentabilité, et le cœur du travail de l'ingénieur maintenance ou des équipes maintenance, c'est de participer à la rentabilité de l'entreprise. Donc le travail de l'entreprise, du service maintenance, c'est d'assurer une disponibilité des équipements au meilleur coût. Donc du coup, je pense que le risque, il est là. Est-ce que vous savez s'il y a des entreprises spécialisées dans le conseil pour la mise en place de la maintenance 4.0 sur un site de production? Alors, des entreprises, donc alors, moi, je ne les connais pas. J'ai vu lors de salons des cabinets de consultants qui travaillent dans ce domaine. Donc, je pense qu'il commence à y avoir une spécialité dans ce domaine-là. Donc, je pense qu'en faisant des recherches sur Internet, vous pourrez trouver des consultants dans ce domaine-là. Mais voilà, je ne connais pas de nom formellement, mais ça commence doucement. Effectivement, il y a une réelle offre qui commence à se développer par des consultants ou directement via des sous-traitants en maintenance qui développent des services ou qui développent des services ou carrément des sociétés vraiment dédiées à la maintenance 4.0. On a une autre question sur un domaine un peu spécifique, donc sur le domaine du maritime et notamment des navires méthaniers. Est-ce que vous savez si on peut intégrer la maintenance 4.0 là-dedans ou pas? Moi, je dirais pourquoi pas. Oui, bien sûr. La maintenance, c'est un métier transversal. Donc, encore une fois, je dirais que si c'est rentable, si c'est intéressant, donc ces navires je sais que ce sont des navires qui sont vraiment automatisés, ce sont vraiment des petites usines, comme on pourrait les avoir sur Terre, sauf qu'elles sont flottantes. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment une application intéressante et possible pour les méthaniers et dans le maritime en général. Et je pense que ça va être notre dernière question. On me demande également s'il y a des ouvrages qui vont permettre d'en apprendre plus sur le sujet, si vous avez des ouvrages à nous conseiller. Des ouvrages, alors il y en a spécifiques à la maintenance 4.0. Aujourd'hui, moi, je n'en connais pas vraiment. Donc, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de… Je pense qu'on est dans une phase où les entreprises vont maintenant établir leur retour d'expérience. Donc, je sais pas, on va dire une quinzaine, une vingtaine d'industriels qui aujourd'hui ont vraiment mis cette démarche en application. On va commencer, à mon avis, à avoir des retours d'expérience. Donc, rester plutôt connecté aux conférences liées à la maintenance 4.0
voilà, qui, à mon avis, vont permettre de vous donner des infos plutôt en temps réel. Voilà, et les ouvrages suivront derrière. Ok, bah merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va finir là ce webinaire. Merci beaucoup à vous pour votre présentation. Et merci aussi à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Je vous rappelle que vous allez retrouver ce webinaire en ligne donc très prochainement sur le site de Technique de l'ingénieur dans l'onglet Magazine d'actualité. Je vous souhaite donc à tous une très belle journée et à bientôt.